Bonjour à tous, bienvenue sur Art Media dans un nouvel épisode d'Art Talk Show. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de rare dans ce milieu, un vrai bosseur, honnête, carré, qui place systématiquement l'intérêt du joueur avant le sien. Et ça, c'est loin d'être courant dans ce métier. Fondateur de TM Sport Agency, il accompagne ses joueurs avec une exigence et une loyauté qui font sa réputation. Entre coulisses de transfert, vision du jeu et anecdotes de terrain, j'ai l'immense honneur d'accueillir Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut Exocé, Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, merci. Thibaut, petite présentation rapide pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, qui est Thibaut en 3 mots? Donc du coup, je m'appelle Thibaut Mergue, j'ai 35 ans depuis quelques jours et j'ai créé il y a 5 ans donc TMS Sport en ayant passé au préalable la licence d'agent sportif auprès de la Fédération française de football. Et du coup, derrière, j'ai décidé de créer ma propre agence pour essayer de travailler avec des gens qui avaient la même vision que moi et accompagner un maximum de joueurs vers l'univers professionnel et tout au long de leur carrière. Et tu travailles avec combien de personnes? Aujourd'hui, j'ai 3 personnes qui bossent avec moi. J'ai une 4e personne là qui va rentrer d'ici peu dans l'agence. Et tous avec des rôles un peu prédéfinis. On a tous une mission un peu différente dans l'agence pour essayer d'accompagner au mieux les joueurs et d'être efficace en période de mercato, mais tout au long de l'année. Et quelle est la mission exacte de TM Sport Agency? Écoute, c'est d'accompagner les joueurs vers le monde professionnel quand ils sont jeunes et qu'ils n'y sont pas encore. Et après, tout au long de leur carrière, pour à chaque fois trouver les meilleurs projets, les plus adaptés à eux, à leurs aspirations, et aller au final le plus haut possible tout en étant heureux dans leurs différents projets. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir agent sportif? Écoute, c'est une longue histoire. En gros, moi, j'ai joué au foot, comme beaucoup de monde. Ensuite, j'ai été éducateur. J'ai passé tous mes diplômes assez jeune, éducateur fédéral, à un bon niveau en Île-de-France. Et du coup, j'ai pas mal de joueurs que j'ai eus sous mes ordres qui ont signé en centre de formation. Donc, j'ai découvert un peu cet univers-là à ce moment-là. Ensuite, j'ai été à l'école, au collège à Rambouillet. Donc à Rambouillet avec des joueurs qui étaient à l'INF Clairefontaine, donc en centre de préformation, le plus gros centre de préfo en France, et du coup qui sont restés derrière des amis et qui sont pour certains devenus des joueurs professionnels. On a un d'ailleurs qui a été un de mes meilleurs amis, qui est devenu mon beau-frère par la suite, donc je l'ai suivi tout au long de sa carrière, et en fait ces joueurs-là, ils avaient des soucis avec leurs agents. Quand ils venaient te voir, ils te disaient je suis blessé, mon agent m'a lâché, j'ai une difficulté, mon agent est plus là. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire parce qu'ils avaient du mal à trouver des gens en qui ils avaient confiance. Et même en fait, quand ça se passait bien et qu'il n'y avait pas forcément des coups de mou, ils avaient besoin de faire relire leur contrat juste pour être sûr de ne pas se faire arnaquer par les gens avec qui ils bossaient. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire, plutôt que de juste accompagner de façon amicale des gens que tu connais, passe ta licence, forme-toi, fais les choses bien et essaye de les accompagner réellement, quoi. C'est vrai qu'il y a plein de questions autour du métier d'agent sportif, mais bon, on va en parler un peu plus en longueur. Le premier joueur que tu as accompagné, c'était qui? Est-ce que tu as une anecdote sur ce dossier, si tu t'en souviens? Écoute, j'ai du mal à te dire le premier. En fait, comment ça s'est passé au début? Pendant 6 mois, j'avais fait du terrain au moment où je me suis inscrit pour passer la licence. Donc en gros, je me lance dans le concours, je fais du terrain à fond tous les week-ends et j'identifie des profils de joueurs. Et du coup, après, dès que j'ai eu la licence, ça s'est fait assez vite et j'aurais du mal à te dire le premier parce qu'il y en a eu une dizaine tout de suite. En fait, les 10 ont discuté avec depuis pas mal de mois et ça s'est fait à peu près de manière simultanée. Après, si je dois en retenir un avec qui je bosse vraiment, tu vois, depuis le début, je pourrais te citer Enzo Montet. Parce qu'Enzo, du coup, il a une histoire un peu typique dans le foot. Il est formé dans un grand centre de formation, Stade de Reims. Il a fait le pôle espoir là-bas. Et puis, il se blesse la mauvaise année, la dernière année de son contrat. Et vu qu'il était vu que c'était un garçon du club, il pensait que le club allait le garder à la suite de sa pubalgie et qu'il allait pouvoir avoir le temps de revenir. Finalement, il ne le garde pas. Et dans le même temps, son agent le lâche. En gros, tu signes pas pro dans le club, ça m'intéresse plus. Et donc derrière, il donne pas trop suite, il le laisse tout seul. Et heureusement, il a eu sa maman, qui est quelqu'un d'assez formidable, qui a continué à l'accompagner et à l'aider. Et elle lui trouve un projet au Stade Lavallois. Moi, du coup, quand je le découvre, il est en U19 là-bas, U19 nationaux. À l'époque, ils n'avaient pas de centre Laval, c'est vraiment un club amateur.
Et tout de suite, je le trouve vraiment très, 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 très bon. Donc franchement, je me dis, j'ai envie de travailler avec lui. Je découvre la famille, pareil, environnement incroyable. Donc je me dis, il faut vraiment que je bosse avec lui. Et derrière, ce qui me fait plaisir, c'est qu'Enzo, il a signé, donc ça fait 5 ans que je bosse avec lui, et il a signé pro seulement l'année dernière. En fait, pendant 3 ans, et pourtant il faisait des bonnes choses, mais il était en réserve. Et du coup, quand tu loupes un peu le coche, entre guillemets, dans un club pro avec les différents contrats que tu enchaînes les uns après les autres, et lui, du coup, vu qu'il n'était plus dans un club avec un centre de formation, il était ressorti des contrats quand il était en 19 là-bas, il n'était plus son contrat. Et ben en fait, il faut t'imposer directement chez les pros. Et en fait, il s'est battu, il a eu vraiment un esprit de résilience assez incroyable. Et par la performance, il a eu sa chance l'année dernière en Ligue 2, où il a enchaîné 6-7 matchs de qualité, où tu es titulaire. Et du coup, il va chercher son contrat pro à ce moment-là. Et du coup, ça, c'est une fierté parce que tu l'accompagnes depuis le début. C'est un garçon qui n'a pas lâché et qui a mis plus de temps que d'autres. Il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras, qui, quand il ne signe pas au bout de 6 mois pro, il lâche un peu le truc. Et lui, jusqu'au bout, il s'est battu. Et en plus, c'est un top joueur. En plus d'être un top garçon. À quoi ressemble une journée type d'un agent? Voilà. Bon, alors, je sais qu'il n'y en a pas, parce que vous bougez énormément, mais voilà. C'est quoi une journée type? Écoute, ça va dépendre un peu des périodes de l'année, mercato par mercato, et ça va dépendre un peu de la semaine et des jours de la semaine. En début de semaine, on passe pas mal de temps pour analyser les performances des joueurs. Tu vois, lundi, mardi, mercredi matin, on regarde toutes les vidéos des joueurs qui ont joué le week-end pour pouvoir essayer de débriefer un peu avec eux. Le mercredi après-midi, jeudi, on commence à réfléchir et à s'organiser pour les déplacements du week-end. Là, on va aller, les joueurs qu'on va voir, on regarde si les matchs n'ont pas été déplacés, si ça coïncide un petit peu avec les horaires. Et puis on s'organise, comme tu le sais, toi qui voyages beaucoup, pour les billets de train, les billets d'avion et les hôtels et comment on va faire, quoi. Et puis le week-end, on est sur les terrains pour essayer d'aller les voir un peu le plus possible en physique. Et ça, c'est quand il n'y a pas le mercato. Et après, quand il y a le mercato, tu rajoutes les coups de téléphone et les visites en club. Même si aujourd'hui, on l'a beaucoup fait au début pour être identifié auprès des clubs. On avait organisé des tournées pour vraiment aller rencontrer les gens physiquement pour qu'après ils puissent t'identifier. Ce n'est pas juste des coups de téléphone. Aujourd'hui, ce boulot-là, il a été fait sur la France et 2-3 pays à l'étranger. Donc on essaye de refaire des pays qu'on n'a pas fait pour essayer de nouer des vraies relations un peu physiques avec les gens, quoi. Mais justement, tu parlais des coups de téléphone. Vous en passez vraiment beaucoup? En période de mercato, ouais. Quoiqu'en fait, je te dis ça, mais tout le temps. Parce qu'en fait, même quand c'est pas le mercato, on est avec les joueurs au téléphone ou avec les parents des joueurs au téléphone. Donc non, en réalité, je crois que c'est le téléphone qu'on fait le plus dans la journée. Hein. C'est notre meilleur ami. Il y a intérêt d'avoir un bon téléphone. Hein. Ouais, et puis un bon réseau. Quelle est la partie la plus sous-estimée du métier? Je dirais que c'est la difficulté du métier. Tu vois, parce qu'en fait, tout le monde voit le côté agent, des gros agents très médiatiques qu'on entend parler. On entendait parler de Mino Raiola. Et du coup, ces gens qui sont médiatisés, on pense que c'est facile. Tu vois, ils accompagnent des grands joueurs, ils gagnent des millions et c'est facile. Il y a un peu l'envers du décor qui est de se dire qu'en fait, il y a une concurrence assez incroyable entre des gens qui ont la licence, des gens qui n'ont pas de licence, des gens qui sont proches des joueurs en étant de la famille, qui essayent de faire le métier. Et tout ça mis bout à bout fait qu'en fait, tu as une concurrence de fou. Et il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent bien vivre de ça. Et donc forcément derrière, c'est pareil pour les agents. Ce qu'on ne sait pas forcément, tu vois, c'est qu'un joueur mineur aujourd'hui en France, même si c'est un crack, tu n'es pas censé pouvoir toucher de commission sur son transfert ou sur son salaire. Okay. Donc tu vois, Mbappé qui signe à 16 ans, tu n'es pas censé toucher un pourcentage sur son salaire. Tu dois attendre qu'il ait 18 ans et qu'il signe professionnel. Donc du coup, ça rend le truc assez difficile parce que si tu vas chercher des jeunes joueurs, il ne faut pas te tromper. Sinon, tu travailles pendant des années et tu peux potentiellement ne rien toucher. Et derrière, une fois qu'il est pro et qu'il commence à jouer, là, tu as une autre concurrence parce que là, tu as tous les agents qui ne veulent pas se prendre la tête à accompagner des jeunes joueurs parce que ça leur coûte de l'argent. Là, ils arrivent et là, ils sont chauds pour récupérer les joueurs parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et donc, du coup, tu as une autre concurrence, quoi. On va en parler ça après, de l'entourage, voilà, des gens qui essayent de s'interférer. Quand on parle de transfert, Thibaut, les gens s'imaginent à des coups de fil dans des hôtels de luxe. En vrai, ça se passe comment ? Je pense que ça dépend les joueurs que tu as. Je pense que si tu es Mino Raiola, tu peux être tout le temps dans les hôtels de luxe parce que c'est son mode de vie, tu vois.
Après, en soi, c'est vrai qu'on bouge beaucoup et donc du coup, on est au téléphone tout le temps. Après, t'as deux phases. Enfin, en tout cas, dans notre façon de travailler à nous, après, tout le monde ne bosse pas comme ça. Nous, on essaie d'anticiper les choses. Tu vois. Donc, en fait, le mercato, même s'il ouvre au mois de juin, on essaye de bosser sur le mercato principal d'été dès le mois de janvier, au mois de février. Donc, en fait, si tu anticipes bien, tu vas voir les clubs ou tu appelles les clubs quand ils sont pas en période de rush, en période de mercato, pour essayer déjà de parler de tes joueurs. Tu vois, en vrai, ça se fait avec une période où tu vas voir les responsables du scouting. Tu leur parles de ton joueur, ils vont scouter ton joueur. Après, tu te rapproches du mercato, tu appelles le directeur sportif, tu lui parles de ton joueur, lui, il appelle la cellule, il leur parle de ton joueur. Eux, Ah ils ont oui. déjà fait le taf, donc du coup, ça reboucle. Et du coup, ça va vite. Et après, effectivement, c'est là où ça s'accélère. Si ton joueur commence à l'intéresser, bah, tu rentres en période de négociation. Est-ce que tu peux nous raconter un transfert qui a failli ne jamais aboutir et comment tu as réussi à le sauver au dernier moment? Ça, j'ai un truc ouais, qui a failli pas aboutir et qui a surtout failli être très difficile pour nous. J'avais un joueur qui était sous contrat à la JOCR, donc Nicolas Mercier, et il est encore sous contrat avec le club. Donc il revient d'un prêt qui était plutôt abouti en national, il a fait une super saison. Et du coup, bah, la JA nous dit on compte sur lui, il part pas. Il commence les matchs de préparation et puis on ressollicite la JA. Vous êtes sûr, hein, vous voulez pas qu'il parte? Non, 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 on compte sur lui, on veut pas qu'il parte. Et puis j'ai un coup de téléphone début août de Stéphane Lemignan, donc, qui était le coach de Concarneau à l'époque, qui venait de monter en Ligue 2, et qui me dit Thibaut, je suis intéressé par Nicolas, je veux le récupérer en prêt. Je dis bah ouais, c'est pas mal parce qu'au moins on est sûr d'avoir du temps de jeu. Il me dit je suis sûr de le faire jouer, il va être titulaire indiscutable. Donc j'en parle au joueur qui lui est chaud. Puis je rappelle au CER qui me dit non, surtout pas en Ligue 2. Si un club de Ligue 2 veut le récupérer en prêt, il paye 100% du salaire. Nous on veut pas forcément le prêter, on compte vraiment sur lui. Bon, donc j'en parle à monsieur Lumignan qui me dit bah c'est pas possible, on pourra pas faire ça, etc. Donc il se positionne pas et puis on dit bah c'est pas grave, Auxerre le veut vraiment. Et puis finalement, 10 jours après, Auxerre recrute un joueur à son poste. Donc ça fait partie des trucs du mercato. Moi, je leur en veux pas pour autant. Mais du coup, en dernière minute, une semaine avant la fin du mercato, ils nous disent bah du coup, ça serait bien pour lui s'il peut partir parce qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Et du coup, là, en une semaine, tu te retrouves en difficulté parce qu'il faut réussir à trouver les clubs pour faire le deal. Donc on a un peu galéré. Il y avait 2 clubs en France où il était en shortlist, mais du coup, sur la dernière journée du mercato français, ça s'est pas fait. Ils ont opté pour l'autre joueur. Donc au final, ça se fait pas. Et du coup, heureusement, il nous reste le mercato étranger, en l'occurrence la Belgique, qui ferme une semaine après. Donc là, on réactive une piste qu'on avait ouverte en tout début de mercato avec Dens, donc en deuxième division là-bas. Et du coup, ça se fait toute fin de mercato, dernière journée. Donc dernier jour du mercato belge, on part en Belgique en voiture pour signer. Et on a l'impression d'avoir tout signé. On part déposer le joueur à l'hôtel. Il était 22h30, on était fatigué. Et j'ai le club qui me rappelle en me disant je suis pas sûr que ça a marché parce qu'il faut qu'Auxerre valide un truc en ligne, etc. Si c'est pas fait tout de suite, ça peut capoter, rester 1h30. Donc Auxerre a réussi à valider, l'opération s'est faite, mais à 1h30, le joueur il me dit bah en fait je fais quoi? Je reste à l'hôtel ou je repars avec toi à Paris parce que si c'est ça, je repars quoi. Et donc ça a failli pas se faire. Ok. Et un transfert qui s'est conclu en 20 minutes ou au contraire un deal qui a duré des mois? Écoute, en 20 minutes, c'est rare. C'est rare. C'est rare. Je suis ambitieux, je suis ambitieux. Ouais, non, parce qu'en vrai, même quand tout est ficelé, tu vois, et qu'on sait que ça va se faire, parce que le club le suit depuis longtemps, ils nous l'ont dit, bah en fait, ça se fait jamais en 20 minutes, dans le sens où il y a des allers-retours, il y a des propositions, des contre-propositions. Surtout quand les clubs ils se positionnent rapidement, ils font toujours une première proposition. Le but, c'est quand même de l'optimiser au maximum, donc ça prend toujours quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais globalement, ça se fait plutôt bien. Après, sur des deals qui ont duré plusieurs mois, bah, tu vois, ce cas-là, là, ce transfert en Belgique, le club, on avait commencé 6 mois avant. 6 mois avant, il l'avait scouté 3-4 fois. On a réactivé le truc fin juillet, il nous dit qu'il est intéressé, mais du coup, il fait pas d'offre. Au début, en plus, il pouvait pas partir. Après, ça a mis du temps pour mettre l'option d'achat en place. Enfin, voilà, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Comment tu gères la pression des clubs, des familles et des joueurs? Écoute, des clubs, globalement, quand tout va bien, ils t'en mettent pas. Là où ils t'en mettent, c'est quand ça va plus avec le joueur et qu'il veut qu'il parte. Ok. Donc là, c'est un peu plus délicat. Après, nous, de toute façon, on représente le joueur, tu vois. Donc, à un moment donné, le club qui nous dit faut absolument qu'il parte, trouve une solution.
J'ai envie de dire, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de trouver la meilleure solution pour que le joueur il soit épanoui. Effectivement, s'il joue pas, de toute façon, on va trouver quelque chose. Mais avant toute chose, c'est de le protéger. S'il a un contrat et qu'il est protégé par son contrat dans le club, il faut trouver une solution qui est arrangeante pour le joueur et pas pour le club. Après, les familles, c'est un peu plus différent. Tu as beaucoup de familles qui connaissent pas du tout l'environnement du foot. Ils savent pas forcément comment ça se passe. Et la jonction, tu vois, quand ils sont jeunes et quand ils passent pro, c'est pas la même non plus. Le joueur, il peut avoir été un crack quand il était petit, avoir joué titulaire tout le temps, avoir été toujours au max. Le jour où il signe pro, ou le jour où il bascule, en tout cas dans l'univers adulte, c'est plus la même chose, c'est plus la même concurrence. Et tu as des familles qui comprennent pas. Tu as des familles, tu vois, ils jouent en 19 nationaux l'année d'avant, le petit. Ils comprennent pas que quand il passe dans l'univers senior, il joue pas tout de suite. Il y a des redescentes de pro sur la réserve, qui va passer un petit peu après les autres. Ils comprennent pas ça. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie à faire pour qu'ils arrivent un peu à comprendre comment ça se passe, quoi. Et comment tu gères le fait que dans l'entourage du joueur, que ce soit le père, ou bien la maman, ou bien l'oncle, le frère, veulent vraiment s'immiscer dans le contrat. C'est quoi, toi, ton avis sur le sujet? Déjà, nous, aujourd'hui, parce qu'on l'a fait un peu dans le passé, et ça marche pas quand il y a trop de gens qui s'immiscent dans la carrière du joueur. Parce que juste, pour moi, un agent, Mm. ça reste un métier. Voilà, comme tu as dit, il y a une école qui est faite pour ça. Voilà, c'est un métier, quoi. Tu peux pas être et facteur et agent. Non, un agent, c'est un métier. Donc, quand tu vois que le frère, il veut faire agent, le père veut faire agent sous prétexte que son frère est pro, toi, c'est quoi ton avis sur ce point-là? Moi, ça me choque pas quand on parle d'un crack absolu. Tu vois, on parle d'un Kylian Mbappé, que sa maman veut s'en occuper, je peux comprendre. Bah lui, tu vois, lui, il bosse avec Un une avocat. avocate. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Il n'y a pas d'agent, mais il y a un avocat. Il y a un avocat. Et du coup, tu vois, dans ce genre de cas de figure-là, je comprends que ce soit la famille qui ait entre guillemets le rôle d'agent et de conseiller, mais il y a un avocat derrière qui back le truc juridiquement parlant. Et du coup, là, je peux comprendre ça, parce que finalement, le rôle de l'agent, c'est surtout de trouver les meilleures possibilités auprès des clubs et de donner un certain nombre de conseils par rapport à ça. Du coup, quand tu as déjà tous les clubs qui t'appellent, n'importe quel club qui veut venir, Oui. qui veut te prendre, tu vois, et te faire les meilleures propositions, si tu as un bon avocat, en soi, je peux comprendre, tu vois, que tu vas tenter par ça. Par contre, le reste du temps, je pense que la famille, elle a un rôle ultra important pour aider et préserver, tu vois, l'environnement du joueur. S'il y a un frère qui fait comprendre au joueur qu'il doit être sérieux, qu'il ne doit pas sortir avec n'importe qui, qu'il ne doit pas fréquenter n'importe qui, faire confiance à n'importe qui, je trouve que le rôle, il est bénéfique. Mais ça ne remplace pas le rôle d'un agent. Tu vois, pour moi, ça peut être complémentaire. Il peut travailler main dans la main en disant tout ce qui est club et démarche, c'est moi qui traite avec l'agent pour que mon frère, il reste focus sur le foot. Je vais l'aider pour plein de choses. Par contre, j'ai quand même besoin d'un agent qui fait le taf. Généralement, les personnes qui veulent tout faire, y compris devenir agent, malheureusement, il y a plein d'histoires où ça se passe pas bien. Tu vois, il y a un moment donné où il va pas avoir les contacts qu'il faut, il va trop raisonner aussi comme le grand frère et pas forcément comme la personne qui prend le meilleur choix pour le joueur, quoi. Après, justement, moi, j'en connais. Alors, ils n'ont pas fait d'école, mais ils ont le réseau. Ouais. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme, ça? Bah, il y a réseau et réseau, tu vois. Si tu as vraiment le réseau aujourd'hui auprès de tous les clubs, bah, deviens agent, tu vois. Et t'as beau être le frère du joueur, si tu as le réseau avec tous les clubs, forme-toi, tu vois. Tu vas accompagner ton frère. Et c'est pas compliqué, tu passes ta licence, et derrière tu l'accompagnes, et en plus tu fais les choses légalement. Parce qu'en plus, ça peut poser des problèmes à un moment donné. Si tu n'as pas la licence, pour tous les transferts, il faudra de toute façon trouver une solution. Aujourd'hui, les clubs sont quand même vigilants. Ils sont obligés de passer avec quelqu'un qui a la licence FFF pour tous les deals. Donc j'ai envie de dire, si tu as le réseau, si en plus tu veux le bien du joueur, ben, c'est une très bonne chose. Tu vois, tu peux être un bon agent pour ce joueur-là. Tu as le réseau, c'est important. Forme-toi et finis le truc et au moins les choses sont bien faites. Après, si c'est juste faire le truc, tu vois, j'ai le réseau parce que j'ai 3-4 potes qui ont été et je connais 3-4 clubs. C'est pas ça le métier d'agent. Tu vois, il y a toute une. C'est même pas juste parler avec 2-3 personnes. Il y a toute une façon de faire les choses, d'anticiper les choses auprès des clubs. C'est un truc de longue haleine, quoi. C'est pas juste un coup de fil, tu vois, à fond, 2 jours avant la fin du mercato et tu closes le deal parce que t'es copain avec le mec. Il y a un vrai truc, un travail de fond, une confiance à gagner auprès des clubs, de tous les clubs, pour offrir le maximum d'opportunités. Comment tu vois l'évolution du marché des agents sportifs depuis 10 ans? Je trouve que c'est compliqué, dans le sens où tu en as de plus en plus.
Alors, pas des agents licenciés pour le coup, mais tu as un peu trois cas de figure. Tu as tous les gens qui veulent accompagner, qui disent qu'ils sont agents, mais en fait, ils font plein d'autres trucs à côté. Juste, ils accompagnent deux, trois petits, ils ont deux, trois contacts, ils n'ont pas forcément de licence. Je trouve ça bien d'avoir envie, mais tu vois, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même essayer de faire les démarches pour se structurer et bien faire les choses. Après, tu as les gens qui passent maintenant la licence FIFA, parce que du coup, il y a une réglementation qui a un peu changé, avec une licence FIFA qui permet de faire certaines choses, mais qui n'est pas du tout l'équivalent de la licence FFF. T'as pas les mêmes bases, t'as pas le même concours, c'est pas bien reconnu non plus en France, c'est pas la même chose. Et puis après, t'as ceux qui passent par la licence FFF, et derrière, t'as ceux qui réussissent à en vivre, parce qu'une fois que t'as la licence, c'est bien, mais il faut avoir un certain nombre de joueurs professionnels pour pouvoir toucher les commissions et en vivre. Donc je trouve que le marché, il se déréglemente beaucoup, même s'ils essayent de mettre en place de la réglementation, tu as beaucoup de gens qui passent un peu autour et qui contournent le truc, quoi. Et toi, justement, est-ce que tu as, enfin, je pense, mais c'est à peu près combien le salaire d'un agent? Est-ce que tu as une fourchette? C'est pareil, ça dépend clairement des joueurs que tu encadres. Pour t'expliquer le truc de manière précise, tu as deux façons d'être rémunéré. Soit tu prends un pourcentage sur le salaire du joueur, soit tu prends un pourcentage sur le transfert. Ça dépend par qui tu es mandaté. Si tu es mandaté par le club ou si tu es mandaté par le joueur, notamment. Tu as deux types de mandats qui existent. Tu vas prendre un pourcentage qui est en France maximum 10%. Ça, c'est le max. Dans les faits, on est plutôt entre 6 et 8% en fonction de si tu es sur de la National Pro, de la Ligue 2 ou de la Ligue 1. Et du coup, si tu as un joueur de Ligue 1, tu peux prendre 8% du salaire du joueur. Donc ça monte vite quand tu es sur des joueurs de Ligue 1. Par contre, si c'est sur des joueurs de National ou de Ligue 2, faut en avoir quand même pas mal pour pouvoir bien vivre de ça. Donc voilà, après, ça dépend de combien de joueurs tu as. Je pense que si tu as 10-15 joueurs de Ligue 2, tu commences à bien vivre. Si tu as un top joueur de Ligue 1, ça suffit pour très très bien vivre. Donc ça dépend vraiment des joueurs que tu as. Quelle est la plus grande erreur que font les jeunes joueurs et que tu aimerais qu'ils évitent? Alors, tu as les jeunes joueurs qui sont amateurs ou les jeunes joueurs qui commencent déjà, tu vois, dans le milieu, à être en centre de formation. Les jeunes joueurs qui sont déjà dans le milieu, Ouais. qui... Je pense que le premier truc, tu vois, c'est de vouloir absolument dire qu'ils appartiennent à un club le plus haut possible. Je te donne l'exemple, tu signes dans un club de Ligue 1, tu es content, et du coup, tu vas absolument rester là, et tu te dis non, moi, jamais de la vie, je vais aller jouer en N2, jamais de la vie, je vais aller jouer en National. Du coup, tu restes dans le club, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, tu perds ton temps. Le truc le plus important, c'est de jouer. C'est de jouer, toujours. Le plus haut niveau possible, certes, mais de jouer et d'enchaîner les matchs. Un jeune joueur qui signe pro en Ligue 1, qui fait 4 entrées dans la saison, je ne vais pas te dire qu'il a perdu sa saison, parce que ça peut être une première année où tu apprends, mais tu en fais 3 comme ça, la 4e, tu vas aller où? Tu es obligé de redescendre sévèrement, tu vois, pour continuer ta carrière. Alors qu'un jeune joueur, qui se dit, je vais tout de suite aller en National, je vais faire une saison en National pour me former, s'il cartonne en National, l'année d'après, il revient en Ligue 1 comme un chef, tu vois, et il va jouer. Et tu as plein de joueurs, c'est comme ça que ça se passe. Tu as le petit là, qui était à Nantes, qui était prêté au Bagne l'année dernière, là, le milieu offensif, qui est revenu à Nantes cette année en début de saison, qui était un de leurs meilleurs joueurs, qui était titulaire. Il a fini la saison au Bagne, il a fait ses 6 mois là-bas, et c'est que des prêts qui sont bénéfiques. Plus vite tu comprends qu'il faut jouer au plus haut niveau possible, mais il faut enchaîner les matchs, plus vite tu as tout compris. Un joueur qui commence à pas jouer, s'il va pas en prêt, l'année d'après, il va devoir redescendre d'une division. Quand un joueur te dit je veux signer en Ligue 1, comment tu gères l'ambition versus la réalité? C'est une bonne question. Je veux signer en Ligue 1. C'est une bonne question, d'autant plus que la difficulté, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, quand le joueur il commence à signer, Ligue 1, Ligue 2, c'est là où tu as plein d'agents qui n'ont pas fait de travail auparavant, qui n'ont jamais été voir le joueur, qui ne le connaissent pas, qui n'étaient pas là quand il était en galère et qu'il n'avait rien. Là, ils appellent, et là, ils commencent à promettre des trucs de fou. Tu vois, et si le joueur il n'est pas concentré, qu'il n'a pas une famille qui essaye de lui remettre les pieds sur terre, c'est super compliqué. Et c'est là où tu as deux façons de faire. Soit toi aussi tu lui racontes ce qu'il a envie d'entendre, mais je pense que c'est pas la bonne solution. Soit tu lui dis la vérité, et tu as deux cas de figure. Soit la vérité elle lui plaît pas parce qu'il a l'impression que tu n'as pas assez d'ambition pour lui, alors que juste tu es terre à terre et tu lui dis qu'il y a des étapes à valider avant d'aller chercher plus haut, et qu'aujourd'hui tu as ce recul et cette connaissance qui fait que le discours, c'est celui qu'il devrait entendre. Ou alors, un joueur qui a envie tout de suite de croire des trucs de fou, il va croire les agents qui vont lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Le problème, c'est que s'il commence à faire ça, l'année d'après, tu as des chances que le garçon il prenne la grosse tête et que ce soit terminé pour lui, quoi. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un club détecte en priorité chez un jeune joueur? Est-ce que c'est le mental, les stats, les deux? Franchement, c'est les stats. Tu vas sur un premier truc,
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les clubs, ils n'ont pas beaucoup d'argent, de moins en moins d'argent. Ils réduisent les cellules de recrutement, ils réduisent du coup les scouts. Du coup, aujourd'hui, ils ont besoin de signaux forts, tu vois, pour pouvoir aller voir les joueurs. Donc déjà, ils regardent les stats. Un jeune joueur qui est surclassé, qui commence à être performant, à mettre des buts, c'est ça qui les attire, c'est le premier truc qu'ils regardent. Après, une fois qu'ils se déplacent, pour le coup, chaque club a un peu ce qu'il a envie de regarder. Ils cherchent quand même beaucoup de profils un peu, tu vois, athlétiques, physiques, pour se projeter en se disant, dans pas longtemps, il pourra jouer chez les adultes. Et du coup, potentiellement, si c'est un très jeune joueur qui joue vite en haut, on peut faire un transfert et on peut récupérer de l'argent. Donc ils ont quand même une vision très court terme dans ce qu'ils vont chercher. Et sur les premiers signaux qu'ils regardent, c'est des stats. Il faut que tu sois dans les bons clubs avec des bonnes stats et c'est ce qui les drive. C'est quoi l'appel le plus improbable que tu aies reçu? Écoute, je crois que je vais te dire, j'ai pas d'appel improbable dans le sens où les appels que je reçois, c'est des appels sur lesquels je peux dire que je m'y attends. C'est-à-dire que j'ai des joueurs, je sais là où ils peuvent jouer, et globalement, j'ai pas un club de Ligue des Champions qui m'appelle pour un joueur qui peut jouer en national. Là, tu vois, je tomberais de ma chaise, je serais très heureux, mais je tomberais de ma chaise. Globalement, les gens qui m'appellent, c'est des gens qui ils sont intéressés par mes joueurs parce qu'ils ont le niveau d'y aller. Donc, entre guillemets, je tombe pas de haut. Après, il y a des trucs, tu vois, je te prends un exemple. Quand Florian Maurice m'a appelé et qu'on a négocié le transfert de Geoffrey à Rennes, il y a... Qui est aujourd'hui le DS de Nice. Exactement, et qui était à Rennes à l'époque. Il y a 20 ans, Florian Maurice, moi j'étais petit, je regardais la télé, c'était un attaquant que j'aimais, tu vois. Et je m'étais jamais dit, plus tard tu négocieras un deal avec lui. Donc sur le papier, tu peux te dire que c'est des gens, quand tu étais jeune, que tu voyais, maintenant traiter avec eux, tu peux te dire c'est un peu improbable. Par contre, au quotidien, les gens que tu as au téléphone, clairement, ils font le même taf que toi, dans un autre rôle. Mais en tout cas, on est tous dans cette industrie-là. Et quand ils t'appellent, c'est pas pour rien. Et c'est un peu légitime, quoi. Si tu devais citer un joueur dont le parcours t'a particulièrement marqué, ce serait qui et pourquoi? Tu parlais tout à l'heure d'Enzo. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre? Du coup, des joueurs qu'on accompagne ou Oui, que tu accompagnes. qu'on accompagne. Non, en fait, tous sont, dès lors qu'il y a une signature, on est toujours heureux, tu vois, de l'accompagnement et de ce qu'on a pu en faire, parce qu'on participe quand même à leur développement. Tous ceux qu'on a accompagnés depuis le début, la première signature pro, c'est quand même un truc important. Tu vois, dans cette génération-là, les premiers qu'on a fait signer, Enzo, on l'a accompagné sur le monde pro, Nathan Tronchet aussi avec Le Mans, on l'a accompagné sur le monde pro, Victor qui avait signé pro cette année à Rouen, Ange Loïc à Auxerre, tous ces garçons-là, on est content de les avoir accompagnés vers le monde pro, donc ça a quand même une saveur particulière. Après, chaque signature a un truc différent. Tu vois, je travaille avec Romain Bayard, qui est un garçon beaucoup plus expérimenté, qui a fait une belle carrière en Ligue 2. Cet été, on a signé à Neuchâtel-Xamax en Suisse. Ça m'a fait plaisir, peut-être même plus que certains joueurs, juste de par ma relation avec lui, parce que c'est un top mec, tu vois. Et la relation, elle est forte, et du coup, quand on le voit signer, on est heureux. Formos, que j'ai suivi une bonne partie de ma carrière, Formos Mendy, cet été, quand il a signé à Rouen, là, le fait de voir que Rouen est son premier de national, ça me fait plaisir de me dire qu'il vit une saison, tu vois, palpitante pour potentiellement monter en Ligue 2. Donc chaque signature et chaque parcours a sa saveur. Quelles sont les ambitions pour l'agence sur les 5 prochaines années? Écoute, de continuer à se développer avec du coup des gens qui ont la même mentalité que nous. Pour ça, tu vois, il y a deux personnes là, une personne qui a rejoint, une qui arrive. On a Anthony Walongba qui est un joueur qui a joué 5 ans pro à Nantes, qui du coup va nous aider sur toute la partie Pays de la Loire. On a Jeffrey qui était au Red Star aussi, qui va nous aider sur la partie Île-de-France. Donc on essaye de s'agrandir avec des gens qui ont la même vision que nous. Et derrière, de trouver toujours des profils qui sont dans la dynamique de ce qu'on a envie de faire. Quand on signe avec un joueur, on a vraiment envie que ce soit sur le long terme, on a vraiment envie de partager les mêmes valeurs et de faire ce bout de chemin ensemble. Donc grossir, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Si on tourne la tête un peu, Thibaut, on a énormément de maillots que tu as eu la gentillesse de nous ramener. J'imagine qu'elles ont toute une signification. Est-ce que tu peux nous en parler
Ouais, un petit peu. c'est que alors, il y en a pas tout, tu vois. On parlait Oui, d'Enzo, j'ai pas ramené Mayo d'Enzo. Il y en a pas mal que j'ai pas ramené. Ils ont souvent la gentillesse de nous offrir un maillot lors de la signature. Mais tu vois, on parlait de Rennes tout à l'heure, ça me fait Rennes. penser à Florian Maurice. De Nancy, ça me fait plaisir aussi parce que c'était avec Alexandre Cropanez, qui est aujourd'hui un ami et qui est un joueur que j'affectionne particulièrement. Salim à Nîmes, Formos quand il était au Red Star. Donc ils ont chacun une histoire particulière et un attachement particulier. On va faire le jeu de fin pour terminer cet entretien, Thibaut. Donc un jeu très rapide. Tu réponds, allez, en moins de 5 secondes. Ok. Le joueur le plus sous-coté du moment. Euh, Comme ça, j'ai un joueur que j'aime beaucoup, dont on parle pas tant que ça, même si on commence à en parler un peu, c'est Wilson Isidore, qui est à Sunderland, que j'adore. Et j'aime bien son parcours. Tu vois, là, on parlait des parcours un peu d'accepter de redescendre. Lui, il a accepté de redescendre en national à Bastia Borgo. Ça l'a redynamisé un peu dans sa carrière. Et là, il s'impose en première ligue. Il fait un bon début de saison avec un club surprenant. Un club où tu rêves de placer un joueur. Il y en a pas mal, mais je penserais, tu vois, un truc genre Arsenal, parce qu'en fait le club, il me plaît, mais en plus je pense que le projet serait intéressant pour le joueur. C'est un club qui bonifie le joueur, qui apporte des choses donc dans sa trajectoire. Et j'étais le week-end dernier à Chelsea Arsenal à Stamford Bridge, et quand tu vois les ambiances là-bas, je pense que ça peut être pas mal. Un jeune talent français dont on parlera beaucoup dans 2 ans. Eli Kroupi, jeune, pareil, ce qu'il est en train de faire, le fait d'avoir été meilleur buteur de Ligue 2 et là de commencer à être titulaire et à stater en Première Ligue, je pense En que c'est pas Angleterre, ouais. donné à tout le monde, avec un profil atypique en plus, tu vois. C'est un vrai buteur, un vrai finisseur. Les clubs, ils veulent souvent des grands qui vont vite devant. Lui, il est différent, mais c'est un top joueur. Le meilleur deal que tu aies jamais fait. Tous ceux que je t'ai cités tout à l'heure. Ouais. Franchement, je peux pas en sélectionner un parce que tu vois, tu peux dire bah, celui-ci c'était en Ligue 1, celui-ci c'était à l'étranger. Non, tous. Tous ceux, tout du moment que le joueur est satisfait, franchement, ils ont tous une importance particulière. Ton GOAT, Messi, CR7 ou autre. Zidane. Zidane. Ouais, Zidane. Il n'y a pas meilleur. Ok. Ok, y a pas de souci. Si tu pouvais donner un seul conseil aux jeunes qui rêvent de devenir agent, ce serait lequel? De voir un maximum de matchs, d'aller faire du terrain. Un Oui, parce pour. qu'on n'en a pas parlé, mais tu voyages énormément parce que tu regardes énormément de matchs aussi. C'est important, ouais. Ouais. On n'a pas le choix, il faut voir des matchs. À la fois, tu construis ton réseau, parce que tu es présent, donc tu rencontres les gens. Et puis, tu repères aussi les joueurs. Comme ça, tu as une bonne vision des jeunes joueurs, tu peux les suivre et essayer du coup de travailler avec ceux qui te semblent le plus pertinent. Donc, faire du terrain, créer son réseau et ensuite passer sa licence pour faire les choses bien. Et où peut-on suivre ton travail et celui de Temsport Agency? Écoute, sur Instagram, TMS Sport, gentil. Sur mon compte perso, si les gens ils veulent m'envoyer des messages, que j'en reçois pas mal pour répondre aux questions justement Ouais. de comment devenir agent. Je réponds à tout le monde. Et sinon, on a aussi un TikTok que Julia gère, qui répond aussi pas mal aux questions des gens. On essaye de faire des trucs vraiment, ça s'appelle l'agent sportif, et vraiment des questions, réponses sur comment devenir pro, sur les bons choix pour aller en centre de formation, etc. Et juste pour terminer cette interview, il y avait une question que je voulais te poser que j'ai oubliée. Est-ce qu'il y a une forme de concurrence entre les agents? Ouais, je pense qu'il y a quand même une certaine forme de concurrence. Après, je trouve que sur les agents, tu vois, qui sont licenciés, qui font les choses bien, il y a une vraie forme de respect. Tu vois, il y a un noyau qui se respecte de fou, dans le sens où tu as un mandat avec un joueur, ils vont pas l'attaquer, ils te disent t'as un agent, voilà, viens me voir à la fin de ton mandat. En tout cas, nous, c'est l'éthique qu'on a. Aujourd'hui, jamais je vais aller voir un joueur qui est sous mandat avec un agent. Chaque fois qu'on discute avec quelqu'un, on lui demande est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que tu as un mandat. Mais du coup, tous ceux qui n'ont pas de licence, tous ceux qui n'ont pas beaucoup de joueurs, il n'y a aucune éthique, tu vois. Ils essayent de convaincre ton joueur alors qu'il est sous mandat, de résilier le mandat. Donc il y a une vraie concurrence des gens qui respectent rien et qui se respectent pas eux-mêmes. Par contre, je trouve qu'il y a quand même, tu vois, un respect. Il y a toujours une concurrence. Les grosses agences, ils ont envie d'avoir les meilleurs joueurs, donc ça se concurrence toujours. Les mandats ont qu'une durée de 2 ans, donc les joueurs peuvent vite changer. Tout le monde a envie d'avoir les meilleurs joueurs, mais il y a un certain respect entre les agents qui sont là depuis longtemps et qui font les choses bien. Et tu travailles avec
combien de joueurs, toi, à peu près? Aujourd'hui, on a 20 joueurs, on en a 15 qui sont, 13 qui sont chez les pros et les autres qui sont en centre de formation et qui espèrent le devenir. Ça marche. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été Merci à toi pour avec nous. l'échange, ça fait plaisir. Tu passeras le bonjour à Nicolas et puis à Julia, avec qui tu bosses. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média et à bientôt pour un nouvel épisode.